France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20. Et ce soir, vous allez enfin faire la connaissance de Marwa et Raha, les deux jeunes Afghanes que vous avez suivis très longuement grâce aux notes vocales de Caroline Gillet depuis la chute de Kaboul. Elles sont désormais toutes les deux, l'une en France, l'autre toujours au Pakistan pour l'instant. Elles ont pu quitter Kaboul. Elles étaient dans le podcast Inside Kaboul. Elles sont dans un film d'animation diffusé demain soir sur France 5 que nous vous recommandons très chaleureusement. Vous les entendrez dans un petit instant nous raconter ce qu'elles sont devenues l'une comme l'autre. Le bruit du monde est en Albanie qui se vide de sa jeunesse. Les jeunes essaient de rejoindre coûte que coûte la Grande-Bretagne et les passeurs font leur pub sur TikTok. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Logeny a trouvé enfin le point de chute des hippopotames de Pablo Escobar, un sphinx souriant à Fawcett découvert en Égypte et une école de policiers aux États-Unis, théâtre de violents affrontements. Pas de Julia Foyce et de pas son genre dans le monde ce soir, mais 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four, ou pourquoi l'image du soldat ukrainien abattu dans le Donbass peut devenir iconique. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir. Fabienne Sintès. Un jour dans le monde. Nous sommes particulièrement heureux ce soir de recevoir les deux jeunes femmes que vous allez entendre. Vous les connaissez de loin, vous les avez entendues raconter leur vie et leur histoire pendant de longues semaines. Grâce à Caroline Gillet, Marwa et Raha sont avec nous, deux jeunes Afghanes d'une petite vingtaine d'années qui ont partagé avec vous, depuis la chute de Kaboul en août 2021, leur quotidien dans un pays bouleversé. Grâce aux notes vocales envoyées à Caroline, c'est devenu un podcast qui s'appelait Inside Kaboul et aujourd'hui c'est aussi un film d'animation. Je vous salue d'abord. Bonsoir Caroline Gillet. Bonsoir Fabienne. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de nous présenter Marwa et Raha que vous avez accompagné, qui nous accompagne aussi. Un petit mot, il y a eu ce podcast Inside Kaboul, il y a un film d'animation désormais diffusé demain soir sur France 5. C'est ça, sur France 5 à 23h35. Oui, et effectivement, à la base, vous l'avez peut-être... On a commencé ici avec des chroniques sur France Inter à raconter l'histoire de Marwa et Raha. C'était juste après la chute de Kaboul. On voulait témoigner très très vite de ce qui se passait là-bas et donner la parole à deux jeunes femmes qui nous racontaient à distance ce qu'elles vivaient. Et ensuite, c'est devenu un podcast de 9 fois 25 minutes et là, un film d'animation que j'ai co-réalisé avec Denis Walgenwitz et les dessins sont de Cobra Academy. Avec Marwa qui est là, qu'on va saluer dans un tout petit instant, qui est partie très vite, qui a dû partir très vite, et Raha qui, elle, est restée en Afghanistan. On peut dire aujourd'hui qu'elle a finalement réussi à passer la frontière, mais il y a eu une grosse année et demie pour Raha qui nous a documenté Kaboul, pendant que Marwa nous racontait sa vie de réfugié qui n'a pas été facile non plus. C'est ça, oui. Marwa, en fait, à la base, moi, quand Kaboul tombe, je me dis que ce serait intéressant de comprendre ce qui se joue pour des jeunes filles qui ont 20 ans, qui ont jamais connu les talibans, et je propose à un copain de me mettre en contact avec des amis anglophones avec qui je pourrais échanger. Et donc, il y a deux jeunes femmes qui me répondent, Marwa et Raha. À l'époque, elles avaient pas encore ces pseudos, c'est elles qui les ont choisis pour leur sécurité. Et on commence à échanger, je me rends compte qu'elles ont des personnalités très différentes, que ça peut être intéressant de continuer l'échange avec l'une et avec l'autre. Et puis évidemment, à un moment, quand l'une décide de partir et l'autre de rester, ça prend encore plus de sens de continuer la discussion à trois, puisque l'une et l'autre racontent deux aspects de conséquences dramatiques de ce conflit, de cette guerre, de cette situation aujourd'hui en Afghanistan. Et le retour aussi soudain que violent des talibans dans ce pays, l'Afghanistan. Bonsoir Marwa. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci vraiment. Vous vous souvenez, j'imagine, de ce premier contact avec Caroline, et vous vous souvenez sûrement de la raison pour laquelle vous avez voulu échanger ces messages sonores. Vous le dites dès le début, d'ailleurs. Il faut raconter, il faut qu'on dise ce qui est en train de se passer chez nous. Yes. Oui, je me souviens que c'était très personnel. J'ai ressenti le besoin de parler à quelqu'un, de me libérer de ce que j'avais besoin de dire, de ce qui me choquait et de tout ce que j'étais en train de traverser. Et ensuite, oui, c'est devenu un but pour moi de parler, d'être une voix. Et maintenant, je pense que oui, j'ai fait le bon choix.
J'ai confiance en Caroline et en ce projet. C'est devenu quelque chose de vraiment grand et puissant dont les gens parlent. Je sens que j'ai la force et le pouvoir d'être la voix de ma génération. Et même ici, aujourd'hui, sur France Inter. La voix d'une génération, ça vous le répétez souvent, que vous avez le sentiment d'être la voix d'une génération, la voix de ceux qui ont 20 ans, qui sont nés après les talibans ou juste à la fin de la première période des talibans et qui est une toute autre génération qui n'imaginait même pas ce qui allait se passer derrière. Comme vous l'avez dit, je suis née à la toute fin des talibans, quand ils étaient censés avoir été battus par les Américains. Et tout ce que je savais, tout ce à quoi je pensais, c'était au bonheur, à la paix, au travail, au but de ma vie, à mes amis, etc. Nous pouvions nous promener, passer du temps ensemble, travailler, rêver en grand pour atteindre nos objectifs, avoir de grands projets, avoir des bourses d'études pour les femmes, pour les droits d'une génération différente. Nous n'étions pas censés vivre ce que ma mère ou ma grand-mère avaient vécu. Ça a été un choc et nous ne pouvions pas nous y attendre. Oui, ma génération, mes amis d'aujourd'hui à Kaboul, nous sommes de nouveau réprimés en tant que femmes en Afghanistan. Nous souffrons à nouveau à cause de la guerre et de la présence de ces groupes terroristes dans le pays. Bonsoir, Ra. Are you still here? Hi. Ra, vous aussi, quand vous avez accepté ce projet et pendant toute c'est presque 2 ans que vous avez passé à discuter avec Caroline, vous aussi, vous avez eu ce sentiment qu'il fallait le faire pour documenter jour après jour la manière dont votre pays était en train de se transformer, vous qui en plus n'avez pas eu d'autre choix que de rester. Lorsque j'ai dit oui au projet, j'ai senti que c'était une responsabilité que je devais assumer pour mon pays. Je me suis dit, c'est vraiment le moment où j'ai envie de faire quelque chose pour mon pays, spécialement parce que c'est tellement difficile. À ce moment-là, nous souffrions tous. Nous avions tous peur. Nous avions tous beaucoup perdu. Non seulement notre pays, mais aussi toute notre identité et tout le reste. Je me souviens même que les premiers jours qui ont suivi l'effondrement, je cherchais notre pays sur Google et j'ai vu que le drapeau des talibans apparaissait sur Google en tant que drapeau du pays. J'ai compris que ce n'était pas seulement le pays que nous avions perdu. Nous avions perdu notre identité. Nous ne sommes plus des Afghans d'Afghanistan. Nous ne sommes que des personnes sans identité, comme des orphelins qui n'ont nulle part où aller, personne sur qui compter. C'est à ce moment-là que j'ai senti que je devais faire quelque chose, que j'étais responsable de mon pays, que je devais faire entendre ma voix pour dire ce qu'il se passait réellement en nous et à Kaboul. Une question de Caroline. Ra, je sais que ton choix de participer au projet, je pense qu'au début, le projet, on pensait que c'était des chroniques, que ça allait durer quelques semaines seulement. Le projet a pris une ampleur, voilà, avec ensuite le podcast et le film d'animation désormais qui sera diffusé aussi sur la BBC. Mais donc, on n'avait pas anticipé peut-être l'exposition que ça aurait. Cependant, je sais que pour toi, le rapport à la peur, c'est assez particulier. Tu m'as raconté ça. Est-ce que tu peux redire ce que ta mère te raconte sur la peur? Oui, je me souviens que ma mère nous le disait toujours, pas juste après l'effondrement, mais aussi avant. Même maintenant, quand je lui parle, elle me dit qu'il faut oser embrasser sa peur, ne pas simplement lui tourner autour. C'est une femme courageuse qui m'a élevée. Elle a envoyé ma sœur aînée dans une école clandestine pendant 4 ans. Et lorsque les talibans ont mis fin à leur premier régime, ma mère a soutenu ma sœur. Elle a pu l'inscrire à l'université. C'est ainsi qu'elle a commencé. Ça lui faisait vraiment peur. Mais elle a toujours dit, parfois, qu'il vaut mieux avoir peur.
Et c'est ce qui m'a vraiment inspirée et vraiment aidé à survivre après l'effondrement. Marois, vous vous connaissez toutes les deux avec Ra, vous êtes copines depuis très longtemps et j'imagine que cette conversation, est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut rester? Comment je vais faire si je reste? Qu'est-ce qui va se passer si je pars? Cette conversation, vous l'avez eue, j'imagine, 100 fois. Je pense que rester en Afghanistan n'était un choix pour personne, pas plus que partir. C'était une décision tout aussi importante et difficile. Nous avons dû faire des compromis. Nous avons construit quelque chose pour lequel nous avons travaillé, quelque chose auquel nous avons cru, auquel nous avons rêvé. Notre famille, comme le dira, nos parents, nos mères se sont battus pour nous. Rester dans le pays, ce n'était pas un choix, ni pour moi, ni pour personne d'autre. C'était une décision importante et difficile. Mais nous avons dû le faire. Et je pense qu'en étant en dehors de l'Afghanistan, je peux faire davantage que si j'étais restée. Et j'espère qu'un jour, nous y retournerons plus fort qu'avant. Alors, c'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite. On va y venir à votre départ, Marois, parce que, comme vous le dites, ça s'est fait très brutalement, ça s'est fait du jour au lendemain. Pas le temps de réfléchir, il faut faire un sac qui est vraiment tout petit. Voici ce que vous disiez dans l'une des notes vocales envoyées à Caroline. Voici ce qu'on entend aussi dans le film d'animation. Il y a 5 jours, il était 3h30 du matin. J'ai reçu un appel de mon mari. Il m'a dit « On nous demande de rejoindre la ville de Mazar. On a peut-être une chance d'être évacué d'Afghanistan. » On a tout laissé derrière nous pour trouver un endroit plus sûr où survivre. J'ai eu que quelques minutes pour préparer mes bagages et partir. Je voulais vraiment emporter quelques souvenirs de ma famille, comme un journal intime reçu de ma petite sœur et un Polaroid que mon frère m'avait offert. Mais on ne pouvait emporter qu'un seul sac. 2 ou 3 vêtements, 2 livres, mon passeport, notre certificat de mariage et mon ordinateur portable. J'aurais voulu emmener ma famille avec moi et ma maison et les transporter dans un endroit plus sûr. Et je n'ai pu emporter que mon corps, sans mon âme. Votre corps sans votre âme. Où est votre âme aujourd'hui, Marois? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir remis les choses ensemble d'une certaine façon? Non. Toujours pas. Je le dis toujours, reconnaissante pour l'amour, le soutien et les soins que j'ai reçus. En Allemagne, nous avons été très bien accueillis. Maintenant, en France, j'ai l'opportunité d'étudier. Je suis donc reconnaissante pour tout cela. Mais mon âme est toujours là à Kaboul, auprès de mes amis, de mes collègues, de ces personnes qui n'ont pas les mêmes opportunités que moi, qui ne peuvent pas parler. Je peux le faire maintenant. Ceux qui ne peuvent pas aller dans les cafés. Moi, je suis allée dans un café ce matin. Ceux qui ne peuvent pas aller à l'école. Je vis sur le campus de mon université. Je suis avec les personnes qui souffrent de la même douleur que moi, pour ceux qui ont perdu leur vie d'avant. Ra, est-ce que vous avez le même sentiment, vous aussi? Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez laissé un morceau de votre âme là-bas en Afghanistan, même si vous avez bien conscience, j'imagine, que maintenant des opportunités vont s'ouvrir? Exactement. Je veux dire, j'apprécie également tout ce que Caroline a fait pour moi et pour Marois. Tout le soutien, tout l'amour qu'elle nous a donné. Elle a toujours pris soin de nous. Elle ne nous a jamais déçus. Quand nous nous sentions mal, elle nous a appelés. Elle nous parlait, elle essayait de faire quelque chose pour que nous nous sentions mieux. Mais depuis que j'ai quitté l'Afghanistan, ma famille est toujours, mon mari est toujours, mes amis y sont toujours. Et mon peuple traverse beaucoup de difficultés. Hier, c'était la rentrée universitaire et les talibans ont annoncé que les filles n'étaient pas autorisées d'y entrer. Moi, au moins, je suis reconnaissante pour toute étincelle qui éclate dans ma vie. Mais le jour où j'ai quitté l'Afghanistan, alors que j'étais au-dessus du Pakistan, je n'arrêtais pas de pleurer. Je n'arrivais pas à contrôler mes larmes à cause de ce que j'allais laisser dans mon pays. Je voyais mon pays depuis les nuages dans le ciel. Et je pensais à toutes les souffrances que mon peuple traverse.
Je n'ai pas pu arrêter de pleurer pendant les 45 minutes du vol. Tout ce que j'avais, tout ce que j'ai pu emporter, c'est mes bagages, mon corps et mon bébé à l'intérieur de moi. Mais mon âme, mes pensées, tout est toujours à Kaboul, en Afghanistan. Il y a un passage, Ra, qui, moi, m'a particulièrement touché dans les messages que vous avez envoyés à Caroline. C'est l'épisode avec votre guitare, que j'aimerais bien qu'on écoute et même qu'on réécoute, parce que c'est vraiment un moment très touchant. This is how it went. J'ai commencé à apprendre la guitare après avoir convaincu mon père. Et c'était très dur parce que c'est un homme un peu traditionnel et religieux. Mon père m'a demandé de lui remettre ma guitare pour qu'il l'emmène ailleurs ou qu'il la casse. Mais j'ai refusé. J'ai eu l'idée d'enlever les cordes de ma guitare et de la cacher ailleurs dans notre maison. Comme ça, s'ils la trouvent, je leur dirai simplement que c'est une guitare ancienne et cassée et qu'elle ne peut plus produire aucun son. Et donc, ils ne pourront rien lui faire, ni à ma guitare, ni à moi. Donc voilà, je la retourne. J'aurais jamais imaginé que j'aurais un jour à faire ça à une si belle partie de ma vie. Les gens disent que voyager dans le temps est impossible. Mais voilà, en fait, c'est possible. On est en train de revenir 21 ans en arrière. Et la dernière, des deux côtés. Une guitare très très morte dans un pays très mort. Le terrible voyage 20 ans en arrière des Afghans, des Afghanes, surtout des femmes afghanes qui ont dû fuir leur pays, comme Ra, comme Marwa qui est avec nous. Marwa, quand vous appelez votre famille, restez là-bas, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils vous disent regarde devant, ne regarde plus derrière toi, vis ta vie, prends les opportunités que tu as devant toi? Est-ce que c'est ça le message qu'ils vous donnent pour essayer probablement de vous encourager à pas trop regarder en arrière? Toujours, surtout quand je parle à mon père. Mon père dit toujours, d'accord, fais de ton mieux, prends ton temps, laisse aller, ne t'inquiète pas pour nous, ici tout va bien. Mais je sais bien que rien ne va. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à Ra, qui elle vient d'arriver, qui va se lancer dans une vie totalement nouvelle, dans un pays occidental dont elle ignore tout? C'est difficile de s'adapter. C'était le cas pour moi. C'est toujours difficile pour moi. Ce le sera pour Ra aussi. Il y a quelques minutes, nous l'avons entendu chanter et ça me rappelle le jour où nous étions au bureau et où nous avions fait un karaoké. Je crois que c'était la fête de fiançailles de l'un de nos collègues. Ra et deux autres gars faisaient du karaoké et chantaient. J'y ai repensé. Mais maintenant, c'est comme ça. Fais tout ce que tu peux. Tu es forte et courageuse. Tu es la voix que tu voulais être. Celle de ta génération, de ton peuple, pour les filles, pour nos sœurs. Je crois qu'il y a aussi de bonnes choses. Nous allons y arriver. Nous rentrerons chez nous plus forts qu'avant. Nous aurons à nouveau une soirée karaoké et de belles soirées en toute tranquillité. Avec nos familles, nos amis, tout va bien se passer. Prends soin de toi et laisse-toi aller. Ra, vous l'avez ce message, j'imagine, et vous savez que ce sera difficile, mais probablement comptez-vous d'ailleurs sur Marwa pour vous aider à avancer dans les premiers pas. Oui, je suis sûre qu'elle va m'aider. Elle a toujours été cette merveilleuse et grande amie à mes yeux. Cela fait du bien aussi de rencontrer ses amis, de rencontrer des gens de votre pays dans un nouveau pays.
Et je suis sûre que dès qu'on se reverra, elle m'aidera à me sentir comme à la maison. Si on vous pose la question comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie désormais? Vous allez reprendre vos études. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pour l'instant, c'est difficile. Mais comment je me vois? Je veux vraiment être cette personne. Je me vois comme une bonne mère pour mon bébé que je vais avoir. Je veux être vraiment une maman formidable pour elle. Je veux vraiment que mon bébé profite de mes expériences, de mes connaissances. Je veux être une mère formidable pour mes enfants, une épouse formidable pour mon mari et une femme formidable pour mon peuple. Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mon pays et particulièrement pour les femmes de mon pays. Tout ce que je vois dans mon avenir est excellent. Et je n'ai aucune vision négative de mon avenir. C'est ce que je vois et c'est comme ça que je veux vivre. Je ne veux pas voir de négativité dans mon avenir. Merci beaucoup Ra, merci à vous Marois, merci vraiment très chaleureusement à toutes les deux et à vous aussi Caroline Gillet, parce que c'est grâce à vous qu'on a eu la chance de rencontrer Marois et Ra, et j'espère qu'on aura bien sûr de leurs nouvelles. On aura de leurs nouvelles d'ailleurs, parce qu'après Inside Kaboul, vous avez envie d'un Outside Kaboul. Vous avez bien raison. J'aimerais beaucoup qu'on puisse continuer à chaque étape du projet. On en reparle à nous trois pour voir est-ce qu'on a envie de continuer, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et là, elles ont continué à enregistrer des notes vocales et elles ont envie qu'on parle de ça aussi, effectivement, de ce que c'est d'arriver ici en Europe. J'espère qu'on pourra un jour revenir dans l'émission avec Outside Kaboul. Mais ce sera avec tellement de plaisir et moi je voudrais redire à quel point non seulement vous avez recueilli les notes vocales, mais aidé aussi Ra et Marois dans leur parcours, leurs difficultés, leur transfert, j'allais le dire comme ça, depuis l'Afghanistan jusqu'au monde occidental. Donc vraiment, merci beaucoup à vous. On attend avec impatience un éventuel Outside Kaboul dans Un jour dans le monde. En attendant, le podcast Inside Kaboul sur France Inter, il existe encore. Oui. Il existe toujours. Et puis, donc, le film d'animation. Le film d'animation, c'est mercredi, le 8, pour la Journée internationale des droits des femmes. Voilà. Donc demain le 8. Les filles étaient super contentes que ça passe ce jour-là, qui est important pour elles. Sur France 5. Sur Slash TV aussi. Voilà. Qu'on peut voir dès maintenant. Qu'on peut voir c'est dès le 8. Eh bien, on redit qui a travaillé avec vous et comment s'appelle surtout l'illustratrice. Oui, alors l'artiste afghane Kubra Academic, vous pouvez voir aussi au Théâtre de la Ville en ce moment et suivez son travail, il est magnifique. Et il y a aussi Denis Valgenwitz qui est co-réalisateur, Luciano Lepinet qui a fait la direction artistique et c'est un film qui est produit par Les Poissons et Tchak. Merci beaucoup, on est très fiers d'avoir nous aussi donné notre petite pierre à cet édifice-là. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter. La suite ce soir, c'est le bruit du monde en Albanie où les jeunes gens fuient littéralement vers la Grande-Bretagne pour une vie meilleure avec des passeurs peu scrupuleux qui font leur pub, figurez-vous, sur TikTok. Et puis pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logénie. À Atlanta, aux États-Unis, un méga centre de formation pour policiers provoque de violents affrontements entre la population et les forces de l'ordre. Pas de Julia Foyce ce soir, mais le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à tous. On va s'intéresser à cette image d'un soldat ukrainien abattu dans le Donbass. Image en passe de devenir iconique alors même qu'elle n'est pas totalement authentifiée à ce jour. Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue, il passe par le Mali avec Oumou Sangaré, Kélémani sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Ivoire,
Le bruit du monde ce soir est en Albanie où depuis plusieurs mois, de plus en plus de jeunes Albanais tentent de rejoindre la Grande-Bretagne. La route est longue, mais si le nombre explose, c'est aussi que les passeurs albanais font leur pub sur TikTok. Quand les jeunes finissent par traverser la Manche, ils se retrouvent souvent victimes de réseaux criminels. Le sujet est l'objet de vives tensions entre les gouvernements anglais et albanais. Nous allons dans le nord-est de l'Albanie, une région qui se vide de sa jeunesse. Le reste, c'est Louis Seyé qui raconte. Les matchs de foot le dimanche, c'est la principale, voire la seule distraction pour les jeunes de la région de Kukës. Les jeunes hommes quittent massivement ces montagnes du nord-est de l'Albanie, faute de perspective. Hassan ne voit rien qui le retiendrait dans les rues sans vie de sa ville natale. Ici, le salaire, c'est 30 000 lek par mois, 250 €. La plupart des gens n'ont aucune sécurité financière. Les salaires sont tellement bas, ça ne permet pas de payer un loyer, d'avoir une famille et de payer les dépenses chaque mois. La plupart des garçons qui s'ennuient dans les cafés de Kukës n'attendent qu'une chose, fuir la corruption et les salaires de misère de l'Albanie. À seulement 18 ans, Doul est serveur dans l'un des principaux restaurants de la ville. En ce moment, il n'y a pas d'espoir dans le pays. Il n'y a aucune chance que les choses s'améliorent ici. La seule solution, pour nous les jeunes, c'est de partir. Depuis quelque temps, la Grande-Bretagne est devenue le principal espoir de la jeunesse albanaise. Pour réaliser leur rêve de départ, les jeunes Albanais n'hésitent pas à risquer leur vie en embarquant sur les bateaux pneumatiques proposés par les passeurs. En un an, ils ont été ainsi plus de 15 000 à franchir la Manche, soit plus d'un quart des traversées illégales. Les Albanais sont aujourd'hui la première nationalité parmi les arrivées sur le sol britannique. Il y a quelques semaines, Doul faisait partie des candidats au départ sur les plages du nord de la France. La nuit où j'aurais dû partir, il y a eu beaucoup de contrôles de police. C'était à Dunkerque. Les policiers voulaient arrêter tous les jeunes Albanais qui s'apprêtaient à monter sur les bateaux pour la Grande-Bretagne. On était environ 2000. 2000 jeunes Albanais qui attendaient cette nuit-là pour passer en Grande-Bretagne. Mais bon, les bateaux ont été saisis par la police et on n'a pas pu partir et arriver de l'autre côté. Alors que Londres fait face à un nombre record de traversées de la Manche, certains responsables et médias britanniques n'ont pas hésité à parler d'invasion. Les autorités ont multiplié les opérations policières contre les réseaux de passeurs et annoncé un traitement accéléré des demandes d'asile albanaises. Une politique répressive qui n'empêchera pas les jeunes Albanais de chercher un avenir meilleur dans ce pays. Le démographe Ilir Kalemay. Selon les données de la Banque mondiale, 70% des Albanais sont en situation de risque de pauvreté relative. Cette situation concerne les zones périphériques de l'Albanie et particulièrement le nord-est du pays. C'est pour ces raisons que l'une des seules solutions pour les jeunes de ces régions, c'est de s'endetter et de dépenser toutes leurs économies pour payer les passeurs et aller en Angleterre, où une petite partie d'entre eux va malheureusement travailler dans les serres, les fermes de cannabis, ce qui leur garantit des revenus rapides. Ces derniers mois, une polémique au relent xénophobe a opposé les gouvernements britanniques et albanais sur cette question migratoire. Les autorités anglaises ont depuis annoncé des renvois massifs d'Albanais vers Tirana. En toile de fond de cette crise diplomatique inédite, la montée en puissance des trafiquants albanais sur le territoire britannique. Mais pour Altin, le problème se trouve avant tout à Tirana, dans les relations qu'entretient la classe politique albanaise avec le crime organisé. Ce jeune trentenaire a lui-même payé 13 000 € pour monter dans un camion et travailler quelques années en Grande-Bretagne. Il y a tellement de choses qui ne vont pas en Albanie, et tellement de choses à changer. Mais la première, c'est la politique. Ici, le crime organisé est bien plus dangereux qu'en Grande-Bretagne.
C'est la réalité. C'est aussi pour ça que les jeunes veulent partir. Il n'y a pas de sécurité ici. Plein de choses manquent et c'est de la responsabilité des politiciens. Selon des ONG britanniques, plusieurs centaines de mineurs albanais auraient disparu de leur centre d'accueil ces derniers mois. Des enfants kidnappés devant les portes de leurs hôtels anglais par les trafiquants de drogue selon les médias locaux, mais dont la destinée ne semble pas, pour l'heure, inquiéter les autorités britanniques. Et c'est Louis Seyé pour le reportage. Louis, merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logénie. Sébastien, nous sommes à Atlanta où les télés américaines relatent ici le dernier épisode de violence autour d'un projet très controversé de la commune. Un projet surnommé Cop City par ses opposants, autrement dit Flickville en bon français, 34 hectares de forêt bientôt transformés en méga centre de formation pour policiers. Un projet vieux de 2 ans qui ne passe pas auprès de certains habitants d'Atlanta qui voient un désastre environnemental et un gâchis financier inadapté aux besoins de la population. Ce projet est donc régulièrement l'objet de manifestations de contestation, le plus souvent pacifiques, mais la dernière en date a tourné dimanche soir à l'affrontement entre émeutiers et policiers. 35 personnes arrêtées, 23 manifestants inculpés pour terrorisme intérieur et qui risquent en théorie 35 ans de prison pour avoir jeté des pierres et des feux d'artifice sur les forces de l'ordre. On entend ici le patron de la police d'Atlanta. Des actes comme cela ne seront pas tolérés, explique-t-il. Quand vous attaquez des officiers de police, quand vous endommagez des équipements publics, vous enfreignez la loi. C'était une attaque très violente. Ça n'a rien à voir avec un centre de formation publique, mais cela a à voir avec l'anarchie et des tentatives de déstabilisation. Voilà pour la fermeté de la police qui est dans le viseur des protestataires depuis le mois de janvier dernier, depuis qu'un manifestant qui campait dans les bois destinés à être rasés a été tué par les policiers. Les autorités affirment qu'il avait d'abord tiré sur les forces de l'ordre, version démentie par les manifestants. Une autopsie indépendante a mis en évidence que la victime avait été touchée par 13 tirs venant de différentes armes des forces de l'ordre. Le sort des hippopotames de Pablo Escobar semble désormais fixé. Oui, on vous a déjà raconté cette histoire ici, l'histoire d'un troupeau d'hippopotames importé pour son plaisir en Colombie par le fantasque baron de la drogue colombien Pablo Escobar dans les années 80. Un troupeau de quelques individus laissés à l'abandon à la mort d'Escobar et qui depuis prolifère dangereusement dans la campagne colombienne au point qu'on dénombre aujourd'hui 150 spécimens, parfois de 2 à 3 tonnes. Au début, comme on peut l'entendre avec ces villageois, les hippopotames attiraient la sympathie, comme nous disent ces résidents. Ils font désormais partie de la ville, c'est un peu la mascotte du village, c'est comme si nous étions en Afrique, c'est un privilège de les avoir. Sauf que depuis les années 80, le phénomène de curiosité est devenu un vrai fléau. Les hippopotames ravagent les cultures locales et menacent aussi parfois les habitants. Après plusieurs tentatives infructueuses, stérilisation, autorisation de les chasser, eh bien le gouverneur de la région semble avoir trouvé donc la solution. 70 de ces 150 hippopotames seront envoyés bientôt vers l'Inde et le Mexique. Le plan consiste à les attirer sans les endormir dans des conteneurs en fer très résistants, puis direction l'aéroport à 150 km de là. 60 de ces animaux seront déposés dans le Gujarat en Inde, tandis que 10 autres iront tout droit dans plusieurs zoos mexicains. On ne sait pas en revanche qu'il adviendra de l'autre moitié des hippopotames restants en Colombie. Bonne chance en tout cas à ceux qui vont les mettre dans les conteneurs. L'Égypte enchaîne les découvertes archéologiques autour des pyramides. Et dernière en date, un sphinx souriant à 2 fossettes représentant un empereur romain. Il a été mis au jour à 500 km au sud du Caire, un sphinx en calcaire découvert aux côtés d'une stèle romaine gravée en hiéroglyphes, mais l'identité exacte de l'empereur romain en question n'a pas encore été déchiffrée. L'Égypte qui a donc révélé ces derniers mois plusieurs découvertes majeures dans la nécropole de Saqqara, notamment près du Caire, mais aussi sur le célèbre plateau de Gizeh où se dresse la dernière des 7 merveilles du monde encore debout, la pyramide de Khéops. Et jeudi dernier, donc, les télés égyptiennes annonçaient ainsi la découverte d'un couloir caché de 9 mètres à l'intérieur de la grande pyramide d'Égypte, celle de Khéops, un couloir qui pourrait possiblement mener à la
la véritable chambre funéraire du roi Khéops, censé renfermer son trésor. Une découverte réalisée par une mission scientifique internationale qui étudie l'intérieur, le ventre des pyramides en utilisant notamment des technologies de pointe non invasives. Là, c'est une simple caméra utilisée pour faire des endoscopies, l'observation de l'estomac qui a permis de découvrir cette structure interne. Incroyable. Merci beaucoup Sébastien Legénie. On se retrouve demain. Pas de Julia Foyce ce soir. Retour dans un tout petit instant avec Jean-Marc Four. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lie straight face while I cry, still I look to find a reason to believe. If I give you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lie straight face while I cry, still I look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give, never thinking of myself. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lie straight face while I cry, still I look to find a reason to believe. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord knows he was. Yes, he was. How well I remember the look was in his eyes, stealing kisses from me on the slide, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown, and the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. The only one who could ever reach me. He was the sweet talking son of a preacher man. Le monde d'après de Jean-Marc Four, c'est maintenant. Fabienne Synthèse, le 18-20.
Et Jean-Marc, on le sait, les guerres sont aussi une affaire d'image. On en a une nouvelle illustration avec cette vidéo d'un soldat ukrainien apparemment abattu de sang-froid par les Russes. Un crime de guerre. Cette vidéo, depuis 24 heures, est en train de faire le tour du monde, quand bien même son origine à ce jour n'est pas totalement avérée. Et c'est votre monde d'après. Oui, cette image a tout pour devenir une icône, comme l'homme fauché par une balle pendant la guerre d'Espagne sous l'objectif de Robert Capa, ou comme cette fillette Kim Phuc-Phan fuyant les bombardements au napalm pendant la guerre du Vietnam. Cette fois, c'est un soldat banal. Il est seul, il se tient debout dans un bois, dans un embryon de tranchée. Il est sans armes, les bras ballants, amaigri, fatigué, une cigarette de tabac roulée au coin des lèvres, son casque est à terre. Les hommes qui le filment ne sont pas visibles à l'écran. On entend le soldat dire, sans ciller, avec un air de défi, « Slava Ukraini », gloire à l'Ukraine. Hors champ, la réponse fuse, en russe, « alors meurt ». Une salve d'armes automatiques fauche le soldat qui, après un dernier soubresaut, perd la vie, affalé dans le bois. L'image est éprouvante. L'origine de cette vidéo n'est pas précisément connue. Des blogueurs ukrainiens affirment l'avoir téléchargée depuis le site de la chaîne Russia 24 avant qu'elle n'en soit enlevée. En quelques heures, elle s'est répandue comme traînée de poudre en Ukraine. Ce matin, l'armée ukrainienne a dévoilé l'identité présumée du soldat, Timofey Mykolaievich Chadoura, 40 ans, porté disparu depuis un mois à Bakhmout alors qu'il combattait avec la 30e brigade mécanisée ukrainienne. Mais la date de la vidéo et l'identité de ses auteurs demeurent inconnues, tout comme les circonstances exactes de cet acte barbare. Donc pas de certitude absolue, Jean-Marc, mais ça n'a pas empêché l'image de devenir virale. Oui, parce que la guerre se joue donc aussi sur le terrain de la communication et sur ce plan, les Ukrainiens sont passés maîtres. Cette image porte tellement de symboles. Un anonyme, un homme ordinaire qui brave l'agresseur malgré le danger et la réponse en retour, la mort, un crime de guerre. Dès hier soir, l'image avait fait le tour des réseaux sociaux en Ukraine, Telegram, Twitter, Instagram, Facebook. La silhouette du soldat a déjà été détourée, retouchée aux couleurs de l'Ukraine, accompagnée bien sûr du slogan connu de tous à Kiev, Slava Ukraini, Heroyam Slava, gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, puis le président Volodymyr Zelensky ont aussitôt commenté l'image en appelant à l'unité, que chacun, à l'image de ce soldat, réponde aux Russes, gloire à l'Ukraine. Cette image, elle vient rejoindre l'iconographie des victimes et des héros cultivés par Kiev, les marins de l'île aux serpents, les résistants de l'usine Azovstal à Mariupol, tous ces symboles déclinés aujourd'hui en Ukraine en mode produits dérivés, des affiches, des écussons, des magnets, des timbres. En l'occurrence, cette vidéo apparaît au moment où l'Ukraine a du mal à tenir ce qui reste de la petite ville de Bakhmout après des mois d'un épouvantable combat de tranchées. Et à mot couvert, certains en Ukraine critiquent cette volonté de tenir cette position à tout prix. Donc faire de ce soldat de Bakhmout une icône, c'est aussi une façon de ressouder la population derrière cette bataille. L'origine exacte de la vidéo devient alors secondaire. Mais enfin, ça ressemble quand même beaucoup à un nouveau crime de guerre, non ? Oui, si la vidéo est avérée, c'en est un d'évidence. Tuer un prisonnier de guerre désarmé, c'est un crime de guerre. Nous trouverons les meurtriers, affirme Volodymyr Zelensky. La justice ukrainienne a ouvert une enquête ce matin sur ce nouveau dossier. Cet épisode met donc également en évidence la volonté ukrainienne de faire vite sur ces questions de justice, sur les massacres de civils par centaines à Boutcha ou Izium, sur les bombardements du théâtre et de l'hôpital de Mariupol, de la gare de Kramatorsk, du centre commercial de Kremenchuk. Près de 60 000 crimes de guerre ont déjà été répertoriés par la justice ukrainienne. 420 cas concernent des morts d'enfants. Parallèlement, un énorme travail de formation des procureurs et des enquêteurs ukrainiens est en cours. Un défi dans un monde judiciaire ukrainien rongé jusqu'à présent par la corruption. Or, les procès, pour l'essentiel, seront des procès devant les tribunaux locaux. Même si l'Ukraine maintient son objectif de voir créer un tribunal international spécial sur le fondement d'un crime d'agression russe. En tout cas, la collecte des informations est rapide, plus rapide qu'elle ne l'a jamais été pendant un conflit, avec une surabondance de preuves grâce aux smartphones et aux réseaux sociaux. Mais encore faut-il authentifier toutes les images. C'est cela aussi que vient nous rappeler cette vidéo du soldat de Bakhmout. Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après. Jean-Marc, merci beaucoup. On se retrouve demain. Dans un instant, c'est le téléphone sonne avec bien sûr vos questions, vos réflexions autour de cette nouvelle journée de mobilisation. Juste avant, un peu d'infos avec Hélène Philly. À tout de suite, on vous attend.